Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui fait suite au premier webinaire sur l'assemblage plastique. Alors dans ce webinaire, nous allons voir comment coller les pièces plastiques en 5 étapes. Alors nos experts vont vous détailler chaque étape nécessaire pour coller les pièces plastiques. Alors des petits rappels pour ceux qui n'étaient pas présents lors du premier webinaire il y a 2 semaines. Il faut savoir que tout l'audio est géré par votre ordinateur, donc assurez-vous que le volume soit réglé au maximum. Et pour une performance optimale, vous pouvez aussi couper vos applications telles que Teams, Outlook, Skype, etc. Et aussi désactiver votre VPN pour une performance optimale, pour ne pas être dérangé. Si au cours de la présentation, votre audio n'est plus synchronisé, vous avez juste à rafraîchir votre navigateur pour corriger ce problème. Mais comment va se dérouler ce webinaire maintenant? Il y aura premièrement 45 minutes de discussion entre nos experts. Il y aura notamment des démos. La présentation se passe évidemment en direct. Et ensuite, à la fin, il y aura, comme la dernière fois, 15 minutes de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la session. Et à savoir que cette présentation sera disponible en version enregistrée après la diffusion et sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube, notre site internet. Et ce replay vous sera envoyé aussi par mail à la fin de ce webinaire. Alors, ce que vous voyez sur votre écran, ce que vous voyez là sur cette présentation, c'est une vue d'ensemble que vous pouvez voir sur votre écran. Alors, en haut à gauche, il y a la caméra, donc, la vidéo où vous pouvez voir vos intervenants. Ensuite, au milieu, il y a la présentation. En dessous de cette présentation, il y a la partie questions-réponses sur laquelle vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire. À droite de cette partie questions-réponses, vous avez un petit bouton pour pouvoir demander à avoir un échantillon gratuit de l'Optit 402, donc, la nouveauté Optit. À droite, en haut à droite, il y a des liens utiles. Vous pouvez cliquer sur ces liens pour avoir plus d'informations. N'hésitez pas. En dessous, vous avez le descriptif de nos intervenants. Et enfin, tout à gauche, vous avez un bouton sur lequel vous pouvez cliquer. Si vous avez besoin de nous contacter, vous pouvez appuyer sur ce bouton et ça va vous rediriger directement vers une adresse email pour nous contacter. Alors, qui sont nos experts du jour? Marie et Guillaume, je vous laisse vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Oui, bonjour à tous, Marie Letou, je suis ingénieure commerciale sur l'ouest et le sud-ouest de la région parisienne. J'ai une douzaine d'années d'expérience dans le monde du collage, dont 5 ans au sein de la société Henkel. Bonjour, Guillaume Dervieux, je suis support technique chez Henkel depuis 14 ans maintenant. Je suis responsable du support technique pour la France et le Benelux. Et avant, j'étais dans l'industrie, un petit peu dans le collage, mais moins que le même. Et alors, pas très du tout. Du coup, dans les liens, tu as mis la petite brochure dont on a discuté la dernière fois. D'accord. Il y a eu une demande au cours du premier webinaire et donc il a été mis par les liens. Maintenant, vous pouvez cliquer sur ce lien pour avoir ce dont Guillaume parlait. Voilà. Et moi, je suis Elias Béchet, donc je travaille au marketing chez Henkel et je suis ici pour animer ce webinaire. Alors, quelles sont ces fameuses 5 étapes pour coller vos pièces plastiques? Alors, premièrement, nous allons voir rapidement les avantages du collage. Et ensuite, la première étape sera la préparation de surface. La seconde sera le mélange. Ensuite, viendra la dépose. En quatrième étape, viendra l'assemblage. Et enfin, comme 5e et dernière étape, il y aura la polymérisation. Donc, nous finirons bien sûr par une session de questions-réponses. Et encore une fois, vous pouvez poser vos questions tout au long de la discussion et on y reviendra à la fin. Alors, nous allons tout de suite commencer par les avantages du collage pour se rappeler un peu ce qui a été dit lors du premier webinaire. Alors, pour vous parler des avantages du collage, je vais faire une petite démonstration. Ça va pouvoir illustrer les points que disait Elias. Donc, effectivement, mélange déjà. Alors, préparation de surface, dans le cas présent, je ne vais pas en faire. Mais Marie vous expliquera moi aussi un peu l'intérêt de la préparation de surface. Alors, je vais me rapprocher. On disait qu'on ne voyait pas bien non plus. Je vais d'abord vous montrer. Donc, là, on est sur un produit bicomposant, partie A et B. Donc, je fais un petit mélange. On va réexpliquer un petit peu plus tard. Donc, vous voyez, là, le produit sort. Alors, je ne sais pas si on voit bien à l'écran. Il y a une consistance un petit peu gel. La question nous a été posée la dernière fois, d'ailleurs, la différence entre la 30-90 et la 40-70. La 30-90, c'est une consistance un peu plus gel, donc ça va mieux tenir en place.
elle est plus rapide que la 40-70. Par contre, la 40-70 tient mieux aux conditions environnementales difficiles. Donc là, je vais essayer de vous faire une démonstration rapide. J'ai pris la 30-90 qui est un petit peu plus rapide. En fait. Hop. Alors là, je vais rester ici. Un petit collage, et ça va illustrer un petit peu les avantages du collage. On une pièce. Je vais mettre. Alors, les avantages du collage. Le premier, c'est assemblage de différents matériaux. Là, j'ai assemblé, par exemple, ces trois matériaux-là. Il y a du PMMA, du PVC et de l'acier. On ne peut pas le faire forcément avec les autres techniques d'assemblage, de combiner comme ça des matériaux très différents. On répartit mieux les efforts avec le collage qu'avec d'autres assemblages traditionnels, on va dire. Ça va être le cas ici. Je vais répartir en fait les efforts sur toute la zone de collage, voire un petit peu plus large. Autre point, le collage permet en fait d'étancher les surfaces, de protéger les surfaces qui sont en dessous. Donc à présent, il n'y a pas d'intérêt, mais voilà, c'est un petit bonus. Le côté esthétique, on ne voit pas de fixation en fait. Alors vous le voyez vous à l'écran avec cette illustration qui a un côté de camion. C'est une application qui historiquement a été faite en mettant des rivets pour accrocher en fait des rails qui sont à l'intérieur du camion. Maintenant c'est collé, donc on n'a plus ces rivets qui traversent le camion et qui ne sont pas très esthétiques de l'extérieur, surtout qu'il y a les cochonneries qui se mettent dessus. Autre point, c'est la possibilité à la colle de prendre en jeu. C'est particulièrement intéressant ici, où j'ai une forme ronde. Alors, vous ne pouvez pas le voir, mais c'est en un S avec une section circulaire. Donc, j'ai du jeu à combler, et c'est pour ça que j'ai utilisé un produit de 10 composants qui va pouvoir prendre en jeu. Et dernier point, l'automatisation qui est assez facile. Là, je suis parti sur un produit en conditionnement manuel, mais il y a d'autres produits qui existent qui peuvent être déposés de façon automatique. Alors, un petit point qu'on verra à la fin, c'est qu'il faut laisser le temps à la colle de polymériser. Il ne faut pas la solliciter trop tôt. Là, c'est encore un petit peu jeune, donc on va attendre avant de le solliciter dans le cas. Merci pour ce rappel, Guillaume. Et sans plus attendre, on va passer à la première étape du collage, qui est la préparation de surface. Alors, avant tout collage, il est important de faire une bonne préparation des surfaces pour s'assurer d'avoir une bonne résistance mécanique et une bonne adhérence des matériaux. Donc, une des phases essentielles, c'est la partie nettoyage. Donc, il va falloir retirer tout type de contaminants se trouvant au niveau des surfaces pour permettre d'obtenir une bonne adhésion. Vous avez ici un exemple sur la partie droite de l'écran. Vous avez en gris donc deux pièces en plastique qui pourraient être d'un autre matériau, à l'intérieur desquels nous avons ajouté donc une colle. Donc, vous voyez les liaisons qui vont se former entre les matériaux et à l'intérieur de la colle. En bleu, donc, ce sont les liaisons qui vont faire l'adhésion sur la surface. Et en rouge, la cohésion, c'est la résistance interne de la colle. Sur la partie en bas à droite, vous voyez que des liaisons sont faites entre la colle et la surface. Par contre, là, vous avez un contaminant donc de couleur orange marron. Donc, vous n'avez pas de liaison qui se forme avec la surface. La contamination va empêcher les liaisons de se faire entre la colle et la surface. Donc, à cet endroit, vous pouvez avoir un défaut, un décollement, par exemple, de colle. Donc, il est important de retirer ces contaminants. Une surface idéalement préparée pour un bon collage sera donc une surface propre, idéalement également une surface sèche. Alors, attention au niveau sèche, l'idée c'est de ne pas avoir un film en fait, humide ou un film de quelque type que ce soit en surface. Par exemple, les cyanoacrylates vont avoir besoin d'un peu d'humidité de surface pour polymériser, donc il ne faut pas assécher entièrement la surface. L'idée c'est de ne pas avoir un film en fait, de surface pour permettre cette adhésion. Et dernier point, la rugosité, donc Guillaume va nous en parler dans quelques instants, c'est aussi un paramètre important pour obtenir une bonne préparation de surface et un collage efficace. Alors, déjà quels sont les contaminants et comment les retirer? Donc, au niveau des contaminants, sur les plastiques, ils vont être plusieurs types. Alors, soit des contaminants visibles, on va retrouver notamment les poussières ou les traces de bois, ou des contaminants qui vont être invisibles, type agents dominants qui sont utilisés dans la fabrication des plastiques, mais qui vont rester en surface et qui pourraient venir perturber le collage. On va retirer
ces produits. Comment le faire? Plusieurs options. Donc, utiliser un nettoyant, donc généralement nettoyant à base de solvant. Vous avez un exemple ici de l'optique SF7070, qui est très utilisé dans le monde des plastiques, notamment par sa capacité à ne pas venir micro-fissurer notamment les plastiques sensibles, type polycarbonate PMMA, et qui permet de nettoyer, dégraisser les pièces rapidement et efficacement. Une autre technique pour retirer les contaminants va être de les retirer par voie mécanique, généralement par frottement. Pour finir, une autre typologie de préparation de surface que nous avions vu dans le précédent webinaire et que nous allons partir revoir aujourd'hui avec des démonstrations qui viennent également pour ce webinaire, l'utilisation de primaires ou de traitement de surface pour venir artificiellement alimenter l'énergie de surface et faciliter le collage des plastiques difficiles, polypropylène, polyéthylène, comme vous avez un petit peu plus tard. Alors, la rugosité. Effectivement, on disait qu'il fallait abraser les surfaces, ce que je n'ai pas fait sur ma pièce là tout à l'heure, parce que j'ai fait sur un produit qui va naturellement avoir une bonne accroche sur les plastiques et je ne vais pas mettre un effort mécanique considérable. On peut le faire maintenant d'ailleurs, je vais vous montrer. Donc le petit collage que j'ai fait tout à l'heure, alors déjà je peux le manipuler et je vais pouvoir mettre un poids dessus et déjà mettre pas mal de contraintes dessus. Hop. Vous voyez la pièce que j'ai collée tout à l'heure, ici, hop, le collage, et ça tient très bien. Hop. Donc si j'avais été sur des surfaces très lisses et si j'avais eu besoin de transmettre beaucoup plus d'efforts, effectivement j'aurais fait une abrasion pour augmenter la tenue mécanique. L'abrasion en fait va permettre alors d'enlever certaines pollutions de surface, mais aussi artificiellement d'augmenter la surface de collage et de créer des zones d'ancrage de la colle dans la surface. Donc on imagine bien, si on voit l'image qui est à votre droite, on a une surface lisse, on a certains contacts, on a l'adhésif qui s'accroche dessus, mais si on a une surface rugueuse, on va avoir ces ancrages mécaniques et du coup plus de points de liaison. Alors, la rugosité seule ne suffit pas. Il y a des fois, il faut un bon mouillage, c'est ce qu'on va voir sur la diapositive. Alors, le mouillage, mouillabilité, ça dépend en fait, c'est l'aptitude d'un liquide à bien se répandre sur une surface. Sur l'image de gauche, on voit une mouillabilité faible. C'est en fait l'adhésif qui ne veut pas s'étaler sur la surface, qui ne veut pas rentrer en contact avec la surface. C'est typiquement ce qui se passe si on met une goutte d'eau sur une toile téflon ou sur une toile cirée. Le but, c'est en fait qu'il n'y ait rien qui accroche sur cette surface. Et on va souvent avoir du mal aussi à créer des liaisons chimiques avec cette surface-là. On va chercher à augmenter la mouillabilité à travers différents processus qui sont notés là, par exemple pour Corona, plasma, flammage ou déprimé. Quand on augmente la mouillabilité, du coup, le liquide, la colle va pouvoir bien s'étaler à la surface. Et souvent, ça va aider aussi à créer des liaisons chimiques avec la surface. Alors, merci pour cette explication de la mouillabilité, Guillaume. Maintenant, on a quelques produits qui peuvent aider à cette préparation de surface. Est-ce que tu pourrais nous la présenter, Marie? Oui. Alors, au niveau des solutions pour préparer les surfaces avant collage, une gamme assez développée, nous avons choisi dans cette gamme, les 3 produits qui sont à l'écran. Donc, vous allez retrouver le Teroson PU 8550, qui est un nettoyant à base d'alcool isopropylique, un produit qui va permettre de retirer des traces de doigts ou de poussière en surface de plastique. L'intérêt du produit, c'est qu'il est en format vrac et contient assez peu de pictogrammes de danger, donc ça fait un très bon produit pour les applications plastiques. Autre produit qui a un grand best-seller, on va dire, dans nos gammes de produits, le Loctite SF7063, qui est plutôt un nettoyant dégraissant d'usage général, qui peut être utilisé sur la plupart des matériaux. Celui-ci est une base solvantée qui va donc nettoyer et dégraisser les surfaces avant collage. Il existe en format vrac, en format aérosol, comme vous pouvez voir à l'écran, avec la buse fine ou la buse large selon la taille des pièces à nettoyer.
Pour les plastiques sensibles, les plastiques de manière générale, on a parlé tout à l'heure de l'optique SF70-70, mais aussi une très bonne combinaison, notamment sur les plastiques qui ont tendance à être sensibles à microfissuration, notamment au polycarbonate ou au PMMA, qui peuvent se craquer au niveau de leur surface. Donc, le 70-70 est aussi une base solvantée pour cette application-là. Il ne contient pas de CFC, donc il agressera un petit peu moins la surface sur ces plastiques sensibles. Autre produit de préparation de surface, on va retrouver donc deux produits. Le Loctite SF 770, qui est un primaire plastique difficile. Vous l'avez vu dans le précédent webinaire, Guillaume va nous faire une démonstration dans quelques instants de ce produit. Donc on va l'utiliser sur des plastiques difficiles type polyolefine, donc polypropylène, polyéthylène, du pomme, du téflon, du silicone. C'est un produit qu'on va venir appliquer avant collage sur la surface pour augmenter l'adhésion sur ces matériaux difficiles à coller. Il est à utiliser avec la chimie des cyanoacrylates. Autre produit, le Terroson SB450, qui lui est un produit 2 en 1. Il fait à la fois nettoyage et promoteur d'adhérence. Donc, il va faire une seule étape pour à la fois nettoyer des défauts et faire un premier backup. Et cette utilisation qu'on a vu avant, il faudra au préalable nettoyer les surfaces. Ce produit donc, est à base d'alcool isopropylique. Il va être compatible là aussi avec la plupart des plastiques. Et lui, par contre, on va l'utiliser en combinaison avec nos mastiques. Donc, généralement, les silicones ou les polymères modifiés silane, qui s'appellent donc Terroson MS, au niveau des dénominations dans le gamme de produits. Je soin à Guillaume une démonstration. Je me suis avancé un petit peu trop vite. J'étais impatient de montrer le produit. Donc là, je vais faire une petite démonstration avec le Loctite SF 770. Il existe entre autres un petit conditionnement comme ça, avec un pinceau dessus pour l'appliquer. Mais il existe aussi en plus gros conditionnement. Là, je l'ai pris dans un kit qu'on vous a montré la dernière fois, qui est le kit polyolefine, dans lequel il y a un flacon de 406 et un flacon de SF 770. Alors, comme on est sur un produit de base solvant, on va quand même allumer la ventilation et le laisser. J'espère que vous entendez toujours bien. On a une petite aspiration juste pour aspirer le solvant du 770. Alors, c'est un peu loin, mais donc je vais vous le décrire. J'applique vraiment une fine couche sur les surfaces à coller. Là, je suis sur du polyéthylène, donc un matériau qui naturellement est difficile à coller, enfin, voire impossible selon certaines personnes. Et grâce à l'utilisation en fait de l'Loctite SF 770, je vais le rendre collable avec les cyanos. Donc là, je vais utiliser la Loctite 406. Alors, j'ai mis une petite aiguille au bout pour pouvoir en déposer vraiment une petite quantité. J'accoste les pièces. Presque quelques secondes. C'est bon, je peux enlever la ventilation. Donc, vous voyez, je peux manipuler les pièces rapidement. Alors, on va essayer de voir, parce que blanc sur blanc, ça va pas être facile à voir. Voilà, la pièce que je viens d'assembler. Et je peux déjà commencer. Alors, là, vous voyez pas, mais je mets vraiment beaucoup d'efforts dessus. Oui, ça tient. J'étais en train de me dire, je peux essayer de mettre le poids dessus tout à l'heure, mais ça tiendra pas en équilibre. Enfin bon, j'appuie vraiment dessus. C'est vraiment très, très solide. Alors que je suis pas encore à 100% des performances du collage. Voilà, on a rendu une matière considérée comme difficile ou impossible à coller, collable, juste en mettant un petit peu de primaire. Alors c'est un primaire qui est spécifique pour les cyanoacrylates et qui marche sur d'autres matériaux que le polyéthylène, mais entre autres le polyéthylène. D'ailleurs, on va en revoir d'ailleurs quelques exemples d'applications. Alors un petit zoom sur quelques applications dans le médical. Il y a beaucoup d'applications avec du plastique. On va pas revenir sur les avantages du plastique. On retrouve entre autres du PVC, du polyuréthane, de l'ABS, du carbonate, polyéthylène, polypropylène, etc.
Et on peut utiliser pour coller ces matériaux soit des produits UV, soit des produits cyano, enfin, c'est ce qu'on va utiliser la plupart du temps. Donc on a des cyanoacrylates granulés qui sont là-bas, je peux ramener. Donc des produits qui sont voilà, dans ces conditionnements-là ou en plus gros conditionnement, hein, comme des conditionnements comme ça. Et on va utiliser le primaire que je viens d'utiliser, mais en version médicale, de 770.1, quand on a des collages dans le collage. On peut aussi utiliser des produits comme des acryliques UV. Marie en avait discuté la dernière fois. C'est des produits qui sont plus résistants chimiquement que les cyanoacrylates. Et dans ce cas-là, quand on est sur des matériaux difficiles à coller, on va utiliser le Corona ou le plasma dont on a parlé. On reviendra. Non, je sais plus, on en a parlé suffisamment la dernière fois. Ouais. J'en fais une démo tout à l'heure, donc je reparlerai. Et donc l'avantage, c'est que grâce au collage, en choisissant le bon produit, on peut avoir du collage et de l'étanchéité et des résistances vraiment très importantes. On a un collage qui est souvent plus résistant que le reste de l'assemblage minimum. Merci pour cette démo et ces cas d'application. Maintenant, on en vient à la seconde étape au collage de plastique qui est le mélange. Donc, il y a des produits bicomposants et monocomposants. Donc, Guillaume, tu peux nous expliquer la différence entre ces produits? D'accord. Alors, du coup, on va mélanger que des produits bicomposants. Dans les produits bicomposants, il peut y avoir différents types de produits. Il peut y avoir des produits où on met une partie A d'un côté, une partie B de l'autre. On vient accoster, en fait, c'est le contact entre les deux qui va les faire réagir. C'est le cas des acryliques modifiés, comme on voit en haut sur cette diapo. Et puis, on va avoir des produits qui sont des bicomposants. Je vais prendre cette carte plutôt. On va avoir partie A et partie B. Je vais me rapprocher encore une fois. Donc, on va avoir en fait partie A et partie B qui sont dans deux tubes séparés. Et après, on va faire un mélange en fait à travers une bouse statique dans le cas présent. Alors, les bicomposants, ça peut être dans des cartouches comme ça, ou ça peut être en vrac avec un mélange soit automatique avec des machines, soit à la main. Ce qui est important dans ce cas-là, quand on part du vrac, c'est de bien doser la partie A et la partie B, et aussi de bien la mélanger. Il y a quelques familles qui ont été citées là, les acryliques, les hybrides, mais il peut y avoir aussi les époxys, certains MS, certains etc. L'avantage des bicomposants, souvent, c'est qu'on va pouvoir prendre en jeu. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le rappelle pas. C'est pas forcément le cas avec toutes les autres technologies. Les monocomposants, il n'y aura pas besoin de faire de mélange. On peut avoir des technologies comme les silicones, les MS polymères, dont on discutait tout à l'heure, qui eux vont pouvoir prendre en jeu. Les acryliques UV, on va faire une démonstration tout à l'heure et voir comment ils polymérisent, ils vont pouvoir prendre plus ou moins en jeu. Et les cyanoacrylates, dont j'ai fait une démonstration tout à l'heure, on est sur un monocomposant qui prendra vraiment que quand il y a très très peu de jeu. Bon, il y a encore d'autres technologies que celles qui sont citées ici. Alors, c'est pas parce qu'on est sur les produits monocomposants qu'il n'y a pas forcément un autre composant de temps en temps. Là, on a vu tout à l'heure que j'ai utilisé un primaire avec la cyano pour rendre la surface collable, mais je peux aussi utiliser des produits comme des accélérateurs qui vont en fait permettre de prendre plus rapidement pour la cyanoacrylate ou prendre avec plus de jeu. Donc là, c'en est un, le 7452. Il y en a un autre, le 7455 qui est cité. Toujours pareil, sur la table, on a surtout des petits conditionnements pour des usages manuels, mais ça existe en plus gros. Petit point important qu'on a vu la dernière fois, on a reformulé nos activateurs pour faire disparaître des petits pictogrammes de danger qu'il peut y avoir dessus, comme la poitrine éclairée. Et je vois à l'écran, j'ai oublié de le dire, on peut utiliser ces produits-là en fait en préactivation ou en post-activation. En préactivation, je vais mettre mon activateur et ensuite je vais faire un collage normal. Ça va l'accélérer ou lui permettre de prendre en jeu. En post-activation, c'est mon collage normal. Et s'il y a des débords, en fait, pour être sûr que ça polymérise rapidement, il y a un petit coup d'activation. Voilà, c'est ça. Donc on en vient maintenant à la troisième étape. On a peut-être fait la dépose. Marie, avec quel système va se faire cette dépose?
Alors, au niveau des équipements de dépose, ils sont variés en fonction de votre application, de votre cahier des charges et de votre process de fabrication. Nickel est en mesure de vous accompagner sur tout le cycle, aussi bien le choix de la chimie que le choix de l'équipement pour la partie dépose, en intégrant des solutions manuelles, des postes d'opérateurs, des solutions semi-automatiques où un opérateur peut intervenir à certains moments du process, et des solutions également 100% automatiques avec des équipements intégrés dans les lignes de production existantes. Vous voyez ici quelques exemples des équipements disponibles. Donc, sur la partie gauche de l'écran se trouve outils manuels. On va retrouver principalement des pistolets de dépose pour des monocomposants ou des bicomposants. Ça va permettre de déposer ou de façon manuelle ou pneumatique ces matériaux. Généralement, donc on va retrouver des UV, des bicomposants, des textiles, acryliques, des mastiques également. Au niveau UV, on va retrouver le crayon LED UV, vous voyez en bas de l'écran à gauche. Je vais vous présenter tout à l'heure, je vais vous faire une démonstration. Il y a un matériel de polymérisation d'école UV manuel, très simple d'utilisation. Ensuite, sur la partie semi-automatique, donc au milieu de l'écran, on va retrouver des contrôleurs avec des réservoirs intégrés ou non pour venir placer la colle et aider à la dépose. On va être sur des systèmes de commande au doigt généralement, ou sur du système pression-temps, ou sur du système volumétrique. Volumétrique permettant de répéter une quantité donnée, de toujours déposer ce même volume de colle sur les matériaux. Vous voyez en bas de l'écran, au milieu, en bas à gauche, on va dire, les nouveaux équipements. Nous avons renouvelé, on va dire, notre gamme d'équipements avec de nouveaux appareils. Vous pouvez retrouver un nouveau contrôleur avec le réservoir intégré pour continuer à développer nos gammes d'équipements. Et vous retrouvez également pour la partie UV, également de nouveaux produits qui ont été développés pour tout ce qui est polymérisation UV, donc système contrôleur de four UV, avec les dernières nouveautés, donc les écrans tactiles, là où avant on était sur des écrans à gérer manuellement. Au niveau des solutions 100% automatiques, on va retrouver donc des produits que vous voyez sur la partie droite de la slide, des produits qui vont venir s'intégrer dans les lignes de production. Donc, pareil, on va retrouver des réservoirs, des contrôleurs avec réservoirs intégrés et des systèmes cette fois-ci de dépose automatique avec des valves de dépose automatique. Selon la chimie, on adaptera la valve. Un robot de table, éventuellement, si nécessaire, pour faciliter la dépose. On ne voit pas à l'écran, mais on dispose également de systèmes de dépose automatique de bicomposants pour à la fois faire le mélange et une dépose sur les surfaces. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre demande en ce sens, pour vous accompagner. Je vous interromps, mais il semblerait qu'on fasse ci, qu'on n'entend pas bien. On va rapprocher le micro. On va faire ça. C'est du live, hein, c'est sûr. Hop. Voilà. On va mettre ça là, parce qu'autrement, si je viens tout à l'heure. Voilà. J'espère qu'on nous entendra mieux. Non, mais je vais me rapprocher tout à l'heure, en fait. Okay. Donc excuse-moi, hein. Mais c'est quand même dommage si on t'entend pas. C'est dommage. T'as raison, t'as bien. Une petite voix. Vas-y. Une petite voix. Donc, vous avez à l'écran quelques exemples d'applications avec ce type d'équipement. Vous retrouvez sur la partie gauche de l'écran donc la dépose d'un joint caoutchouc silicone sur une structure en aluminium. Donc, vous voyez en fond d'écran donc le contrôleur avec réservoir intégré et au premier plan donc l'opérateur avec le système de dépose à la main, le petit stylo pour déposer. Il appuie sur le bouton pour faire sortir la colle qui va venir se déposer dans la rainure. Et ensuite, on va venir installer le joint. Alors là, on est sur une application sur une surface métallique, mais on pourrait très bien remplacer la valise métallique par une valise plastique. Ça fonctionnerait tout aussi bien. C'est l'ancien appareil que vous voyez à l'écran. C'est une application que nous avons depuis plusieurs années. Maintenant, nous basculons sur les nouveaux équipements. Sur la partie droite de l'écran, vous voyez une autre application. Donc là où il est question de venir coller un tube en polyuréthane sur un leurre en polycarbonate.
Donc là, on est sur un système volumétrique où on part directement du flacon de cyanoacrylate. Donc comme vous voyez, le tuyau va dans le flacon directement. Vous avez le petit système péristatique qui va tourner et qui va venir déposer toujours la même quantité de colle sur du volumétrique. Donc on répète toujours la même quantité, le même volume est entraîné. Là, pareil, sur la partie droite, vous voyez que la dépose est gérée par l'opérateur qui appuie sur le bouton. À chaque fois qu'il appuie sur le bouton, la même quantité est déposée. On peut faire fonctionner aussi l'appareil en continu si besoin est, et on a un système de réaspiration pour faciliter la dépose et éviter la formation de gouttes éventuelles. Alors après la dépose de la colle, on passe à la phase d'assemblage. C'est ça, Marie? Effectivement. Donc, quatrième phase, l'assemblage. Donc, l'assemblage est une phase qui est importante. Il est important en général de savoir qu'une fois après la dépose de la colle, l'idéal est de venir accoster rapidement les pièces entre elles. C'est généralement le cas pour la plupart des chimies, sauf exception, par exemple la néoprène, il faut laisser gommer les surfaces avant assemblage, mais la plupart des chimies nécessitent un assemblage juste après dépôt de la colle. Deux notions qui sont importantes que vous retrouvez dans les fiches techniques. Vous avez la notion de temps ouvert. Le temps ouvert, ça va être le temps nécessaire pour venir accoster les pièces entre elles. Donc, vous allez déposer la colle, vous devez venir assembler les pièces entre elles. Si vous dépassez ce temps ouvert, vous risquez d'avoir un début de polymérisation et de ne pas avoir un collage adapté. Donc, bien respecter ce temps ouvert en fonction de la chimie chimique que vous utilisez. Autre temps que vous allez retrouver indiqué dans nos fiches techniques, c'est le temps de prise. C'est le temps pendant lequel vous devez laisser la pièce en pression et sans mouvement, c'est-à-dire la laisser faire son travail de polymérisation avant de commencer à la manipuler. Pareil, les temps de prise sont variables d'une chimie à l'autre. Sur une cyano, ça va être de l'ordre de quelques secondes. Hein, voilà. Sur d'autres chimies, sur du structural, ça peut aller de quelques minutes à plusieurs heures. Donc bien respecter également ce temps de prise pour obtenir un collage de bonne qualité, un assemblage de bonne qualité et une tenue dans le temps. Alors, une fois que toutes ces étapes ont été faites, on en vient à la cinquième et dernière étape, qui est la polymérisation. Donc, tu prépares tes dents. Ouais. Non, mais ma manip est après. J'anticipe un peu trop. Mais quand même, bon, ça fait bien. Alors, la polymérisation, c'est quoi? Donc, c'est un nom un petit peu barbare, qui veut dire en fait qu'on va transformer des petites molécules, des monomères. Vous voyez sur la diapo en haut à droite. Là, c'est des monomères d'éthylène, donc voilà, des petites molécules, en une grande chaîne de polymères, donc quelque chose de solide. Un petit peu comme tout à l'heure, j'avais un produit qui était liquide, il a polymérisé, il a durci, et j'ai eu quelque chose de dur qui peut transmettre les efforts. Donc, le montage de tout à l'heure. Le mécanisme de polymérisation, en fait, va dépendre de de la chimie qu'on va utiliser, et du coup de différents paramètres. Donc, ça va être l'humidité, comme disait Marie tout à l'heure, pour les cyanoacrylates, l'humidité de surface des pièces, l'humidité de l'air pour les mastiques, silicone, MS, polymères, par exemple, l'utilisation d'une partie B, donc d'un activateur pour les acryliques modifiés, ou éventuellement de l'énergie apportée par une source extérieure pour les produits UV. Donc, je vais faire une démo après. Hein, c'est ça. On attend que ça. Alors, la démo, c'est encore après celle-là. Et effectivement, ce que je n'ai pas cité, comme toi, cette diapo est assez intéressant, c'est qu'on a certains produits qui polymérisent, comme les petits composants que je vous ai montré tout à l'heure, par le mélange de la partie A avec la partie B. Là, on a un exemple d'application où effectivement le mode de polymérisation était important, puisqu'on a un client qui fabrique des appareils d'aromathérapie, donc des choses qui envoient des huiles essentielles, des choses parfumées, et qui peut être dans le cas présent au-dessus d'une baignoire, dans des conditions humides et chaudes, qui ne sont pas toujours simples pour toutes les codes. Le client collait différents matériaux, dont de l'inox et du polyamide, avec des jeux variables et puis aussi avec des conditions en atelier variables. Il faisait parfois froid, parfois sec, et du coup il faisait du collage avec différents cols, dont des cyanoacrylates. Comme on voyait tout à l'heure, les cyanoacrylates, il y a besoin d'un jeu mince, et il y a besoin d'humidité en surface pour polymériser. Donc ça prenait pas toujours bien avec les cyanoacrylates.
Donc, ce qui a été proposé, c'est d'utiliser le Loctite HY4090, qui est un produit bicomposant qui adhère sur beaucoup de matériaux différents, dont ceux du client. Et comme on est sur un produit bicomposant assez réactif, eh ben, on prend en fait quel que soit le jeu entre les pièces. Donc, on a pu remplacer toutes les colles par un seul produit et avoir une polymérisation régulière grâce au choix de la bonne colle. C'est pour ça que c'est important de savoir comment les produits polymérisent et du coup, est-ce que c'est compatible avec le process du client. Alors, petit zoom sur les produits UV. Eh bien, je vais commencer à le déposer, comme ça je vais en parler en même temps. Donc, hop, je vais le faire sur une petite plaque de polycarbonate. Donc, on est sur des produits qui sont souvent des produits monocomposants. Alors là, je l'ai en grosse cartouche, mais c'est quand même pas, je dirais, l'habituel pour ces produits-là. Et là, je suis sur un produit assez visqueux, donc c'est pour ça qu'il est dans ce conditionnement. Donc, on est souvent sur un produit monocomposant. Il n'y a pas de solvant à l'intérieur, donc on n'a pas allumé la ventilation. Et en fait, tant qu'on l'a pas insolé, tant qu'on n'a pas apporté de lumière, c'est un produit qui est liquide. Donc là, si vous le devinez, hop, je vais accoster mes pièces. Alors, je pense que vous devinez là, hop, le produit. Et en fait, ben, vous voyez là, tant que je l'ai pas insolé, ben, je peux bouger. Et en fait, il va falloir que j'apporte de l'énergie pour le faire polymériser. Il faut mettre ses lunettes maintenant. J'aurais dû les mettre avant de tenir la pièce. Mais c'est pas grave. Bon, d'habitude, on ne discute pas en même temps qu'on travaille. Hein. Hop. Alors, je vais venir insoler la pièce. Donc, de l'autre côté, normalement, vous n'avez pas besoin de mettre de lunettes. Hein, les écrans ne transmettent pas encore les UV. Alors là, je suis sur une petite source manuelle, puis je vais faire une grande zone de collage. Comme disait Marie, voilà, on a d'autres produits qui peuvent être plus... donc, vous voyez là, le collage est fait. Et je peux même déjà le solliciter. Hein. Vous voyez, c'est quand même très, très résistant. Alors que je l'ai insolé à l'instant. Comme je disais, pas avec une source très intense non plus. Mais c'est un produit qui peut être utilisé, un pistolet qui peut être utilisé quand on a de la production en petite série. Donc, voilà, tant que je n'ai pas exposé aux UV, ben, il est liquide. Polymérisation en quelques secondes. Gamme de viscosité très large. Donc là, on est sur un produit plutôt épais. On a des produits liquides dans différents types de conditionnement aussi, hein, comme on peut voir ici ou ici. Je sais plus ce que j'ai mis là. Alors là, on n'est pas très très liquide. Là, par contre, est très liquide, même s'il est en petite cartouche. On va pouvoir polymériser en profondeur. Il faudra juste insoler un petit peu plus longtemps. On colle beaucoup de matériaux différents. Le seul point, c'est qu'il faut que j'ai au moins un des substrats qui soit transparent aux UV. Et je vais pouvoir en fait contrôler directement après mon collage que ma tenue mécanique, enfin pas que ma tenue mécanique, mais si que ma pièce est résistante, qu'elle est étanche, parce qu'en fait le produit là est complètement polymérisé. On est sur des matériaux plutôt transparents en général. Celui-là c'est pas le plus transparent, tous les autres sont plus transparents. Quand on est en couche mince, on a un produit assez transparent même avec celui-là. Et c'est une technologie que nous, on combine aussi avec d'autres produits. Donc, on a des cyanoacrylates qui peuvent aussi polymériser avec les UV, des époxy UV, des silicones UV. Donc, ça permet d'utiliser les deux modes de polymérisation, ce qui peut être intéressant dans certains cas d'application. L'autre point que j'ai pas dit, c'est qu'effectivement, on est sur un produit monocomposant, donc il n'y a pas de mélange à gérer non plus. Donc, j'ai tout mon produit. Là, alors, il faudrait que je cache la lumière parce qu'il va commencer à vieillir un peu. Mais autrement, je peux le laisser comme ça, il va pas vieillir. Et dès que j'ai besoin de refaire un collage, j'en dépose, j'accoste, je peux vérifier si mon collage est bien fait, enfin, si la répartition de la colle est bonne. Et puis après, j'insole et ça y est, c'est fini. C'est tout. Faut faire une vie. Très bien, bah c'est clair et c'est complet en tout cas. Et après tout ce qu'on a vu lors de ces deux webinaires, maintenant pour conclure, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte pour sélectionner le bon adhésif. C'est bien ça. Oui, effectivement. Alors, dès lors que vous allez chercher une solution pour coller des plastiques, on va partir du cahier des charges et regarder les différents paramètres dont vous avez besoin pour votre fabrication, votre produit. À l'écran, vous avez différents exemples de critères qui peuvent être utilisés pour sélectionner un produit. Donc, le principe est toujours le même quand on va faire une préconisation sur un produit. On part du cahier des charges et des contraintes, des besoins que vous avez.
On fait un premier système d'entonnoir, donc on va réduire le nombre de chimies, on va éliminer au fur et à mesure des chimies en fonction des paramètres de fabrication ou des paramètres de votre process. Une fois qu'on aura trouvé une ou deux chimies qui conviennent, on refera un deuxième entonnoir, un deuxième système d'entonnoir pour choisir la bonne référence à l'intérieur de cette famille. On va se jouer sur des paramètres comme par exemple la couleur ou le conditionnement souhaité pour arriver à la bonne référence, là où les bonnes références, on peut parfois avoir plusieurs références qui conviennent. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide pour choisir et sélectionner la bonne chimie pour votre process de fabrication. Nous intégrerons aussi dans ce processus le système de dépose adapté si besoin. Nous proposons également les équipements qui vont avec. Oui, donc n'hésitez pas, comme je vous avais dit au tout début du webinaire, vous avez le bouton tout à gauche, vous pouvez cliquer pour nous contacter. Donc on en vient à la session questions-réponses. Si vous avez des questions, alors si vous avez des questions, si vous avez un cahier des charges très long, on peut déjà essayer d'y répondre en direct, mais effectivement on peut y répondre plus tard, ou si c'est des questions plus courtes, on va essayer d'y répondre maintenant. C'est tout tout à l'heure, sur la question tout à l'heure, entre 90 et 90. Ouais. Donc la première question c'est comment coller des pièces imprimées 3D en PLA entre elles? Alors de mémoire, le PLA on le colle plutôt bien. C'est quand même que je le revérifie, mais de mémoire on le colle plutôt bien. Et on peut le coller avec des produits comme la 3090 par exemple. Alors la 3090 c'est une cyanoacrylate bicomposant. Et les cyanoacrylates ont l'aptitude de coller assez facilement pas mal de matériaux, dont les plastiques. C'est pas forcément le cas de toutes les autres technologies. Donc la 3090 peut bien fonctionner à mon avis. Parce que souvent sur les pièces 3D en fait il y a du jeu parce que les surfaces sont pas parfaitement régulières. C'est pour ça que je pars pas forcément sur une cyano classique monocomposant en fait. Après ça peut dépendre des contraintes qu'il va y avoir après sur le collage, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Si on est sur des contraintes, on va dire assez statiques, la 3090 va bien marcher. Si on est dans un environnement très sévère ou s'il y a beaucoup de vibrations, on va peut-être aller vers d'autres technologies. Voilà, 3090, mais il faudrait voir un petit peu plus de façon complète le cahier des charges. Donc n'hésitez pas effectivement à prendre contact si vous voulez en rediscuter avec quelqu'un chez nous. Merci pour cette réponse. Deuxième question, c'est quelle colle pour coller une mousse EVA, de EA ou de PU sur un substrat métallique? Pour le coup, les cyanoacrylates vont fonctionner, les MS polymères vont fonctionner, les silicones aussi. Ça va dépendre de la taille de la pièce et du jeu qu'on peut réussir à avoir entre les pièces. Après, le défaut des PU, des cyanoacrylates, pardon, c'est qu'on va avoir un collage très rapide. Donc, si on est sur une grande pièce, ça peut poser problème. Alors, encore une fois, ouais, désolé, mais des fois, il manque certains points pour savoir vers quelle solution orienter, en fait. Ça va dépendre aussi si on veut une prise rapide ou pas. La température, des contraintes de dilatation éventuelles. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu dès qu'on est sur deux matériaux différents. Ouais. Donc, ouais, il y a des solutions, on en a cité quelques-unes. Cyano, mastic silicone, mastic MS polymère. Puis il y en aurait d'autres, hein, mais j'essaie de partir vers les plus simples à chaque fois. Donc, bon, pareil, désolé, mais ça vaut peut-être le coup de rééchanger un petit peu dessus. D'accord, très bien. Et la troisième question, bonjour à vous trois. Est-il possible d'utiliser un 770 sur une cyano pour figer le produit et limiter le phénomène de lumineux? Alors, c'est intéressant comme question et ça peut être quelqu'un qui connaît un peu les produits. Le 770, alors je l'ai pas dit tout à l'heure, mais il a aussi une petite partie activateur à l'intérieur. Comme disait Marie tout à l'heure, les cyanos ont besoin d'humidité en surface pour polymériser. Et comme je mets un solvant sur la surface et j'attends que le solvant s'évapore, il va entraîner l'humidité. Donc c'est pour ça qu'on a une petite partie activateur. Donc on peut utiliser le 770 pour figer des débords de produits et éviter le blooming. Après, je pense que c'est un peu du luxe et il se peut que ça fasse des traces autour dues au primaire.
il vaudra mieux partir quand même sur le 74, 55, 58, 52, etc. Après, ouais, sur les activateurs traditionnels. Bon, après, moi, j'ai eu un client qui utilisait le primaire médical pour geler des bords, parce qu'effectivement, on n'a pas d'activateur médical commercialisé en Europe. Mais donc voilà, on peut le faire, mais c'est peut-être un petit peu du luxe. Ça risque de faire d'autres traces à côté. Donc plutôt partir sur les produits qui sont faits pour ça. Et alors, j'ai pas dit tout à l'heure, mais par exemple, un des avantages des cyano UV, on les utilise pour ça, entre autres, c'est de faire un collage et s'il y a un débord de produit, plutôt que d'utiliser de l'activateur et de figer avec l'activateur, je prends une source UV, j'ai un sol, alors ça réagit très vite en plus avec les cyano, et ben, j'ai figé mes débords immédiatement, et du coup, j'ai plus de boom. Très bien. Une autre question, est-ce qu'on peut, de nos jours, est-ce qu'on peut penser à utiliser la colle pour des assemblages non permanents, des assemblages non destructifs, telle une version chimique du boulon et écrou, mais avec les avantages que procure la colle? Répartition, application. Alors, on a des applications comme ça où on fait du collage process, où effectivement, on colle des pièces entre elles. Et puis derrière, alors celles que j'ai beaucoup en tête sont les usines, parfois on les peint. Et en fait, après, on va venir solliciter le collage pour qu'il lâche. Alors, du coup, il faudra avoir bien choisi sa colle pour être sûr qu'elle tient le process, par exemple d'usinage de peinture, et qu'au moment où on va vouloir utiliser libérer les pièces, on va pouvoir le faire lâcher. On a des cas d'application où on fait lâcher avec des chocs, avec du froid, avec du solvant, avec du clivage. Les cyanos sont pas mal utilisés là-dessus, ou la 3090, qui a l'avantage d'être une cyano qui prend en jeu. Donc on peut positionner une pièce et puis faire des espèces de petits points de soudure à l'extérieur. On usine notre pièce et puis après on vient faire sauter en fait et comme on n'a pas dégradé les matériaux, on peut nettoyer avec du solvant, un solvant un petit peu costaud. Mais effectivement, ouais, c'est utilisé. Donc typiquement, si vous avez des questions, n'hésitez pas qu'on voit quelle est la solution la plus simple pour vous. Et alors un des avantages, parce qu'effectivement, on disait, effectivement, alors ça peut être la répartition du collage ou la répartition des efforts. Je vais répondre à la question d'après, mais on a des cas où on fait des usinages de grandes pièces et quand on fait une fixation mécanique, en fait, ça fait une contrainte dans le métal. Et quand on vient usiner les pièces très fins, en fait, dès qu'on relâche la contrainte, la pièce se déforme. Alors que quand on colle la pièce qu'on va usiner, on va l'usiner très fin. Et comme on a bien réparti les efforts grâce au collage, quand on va démonter, ben la pièce usinée reste à sa géométrie lors de l'usine. Oui, excusez-moi. Pas de souci. Alors, une autre question. Bonjour. Est-ce que vous collez du PTFE? Est-ce que c'est possible de coller du PTFE, pardon? Et si oui, quelle colle ou combinaison de produits pour y parvenir? Alors, je vais donner mon expérience, puis Marie, si tu en as à donner derrière, n'hésite pas. Alors, le PTFE, c'est difficile à coller, parfois impossible. Le PTFE blanc, qui peut ressembler à ça, quand on utilise le primaire 770 et la Loctite 406, il y a des cas où ça fonctionne. On a pas mal d'applications comme ça. Après, il y a des traitements de surface type chrome 6, acide chromique d'ailleurs, qui permettent en fait de brunir la surface et de l'altérer et de rendre collable. Après, moi, j'ai déjà eu, enfin oui, je reviens sur le cas d'avant, j'ai déjà eu des PTFE qui étaient très gras et même avec du primaire, même avec d'autres traitements de surface, on ne réussissait pas à le coller. Donc voilà, ça va dépendre de faut tester. Mais avec le SF770 et de la cyano, c'est possible. Alors après, il faut vérifier que le reste des conditions conviennent aussi à la cyano. Parce que si on nous dit derrière, ça va dans une machine, ouais, il y a du jeu, une machine qui est très chaude, qui a des vibrations, et la cyano, elle va avoir du mal. Donc ouais, il y a des cas où c'est possible, mais pas toujours. Je sais pas si t'as... Non, on est d'accord. C'est des questions qu'on a assez régulièrement sur des surfaces comme ça difficiles à coller. Généralement, quand on est en faible jeu, on peut passer sur les cyanos. Dès qu'on monte un peu plus l'enjeu, on est généralement limité. Il faut faire un traitement au préalable, comme l'a dit Guillaume. Ouais. Il y a difficilement d'autres solutions dans ce genre de cas. Il y a le 3038 qui n'est pas surcoté, mais heureusement, il ne fonctionnera pas.
pour les surfaces difficiles à adhésiver quand on peut difficilement faire un traitement. Donc après, sur d'autres matériaux difficiles à coller, il y a d'autres solutions que le primaire et la cyano. Mais sur le TPFE, effectivement, on est bien planté là-dessus. Prochaine question qui est, avez-vous des solutions de collage plastique non CMR? C'est une très bonne question et je suis en train de me dire, dans tous les produits qu'on a présentés aujourd'hui, il n'y en a aucun de CMR. Donc oui, on a des solutions de collage non CMR. Effectivement, c'est la colle comparée à d'autres techniques d'assemblage, je pense entre autres au solvant, a cet avantage-là de pouvoir être plus soft, au moins par rapport au colle solvant. Donc voilà, alors dans non CMR, ça peut être soit le produit qui est non CMR, et c'est le cas de tous ceux qui sont sur la table, soit après il y a certains clients qui demandent à regarder même juste dans les formulations. Alors là, il faut regarder formulation par formulation, mais on essaye effectivement de développer des produits qui même dans les substances n'ont pas de CMR, parce qu'effectivement il y a parfois certains industriels, même avec 0,1% de composants CMR qui les refusent. Mais voilà, il y a sur la table même quelques produits, enfin même dans les cyanoacrylates maintenant, ce sont quasiment tous sans composés CMR. Effectivement, les acryliques UV, on en aura peut-être quelques-uns. Mais oui, il y a des solutions. Et il faut voir le reste du cahier des charges pour voir quelle est la meilleure solution. Toujours pareil. Oui, tout à fait. Donc, une autre question, quel est le temps ouvert des produits proposés? Alors, Marie vous a parlé tout à l'heure du temps ouvert, effectivement. Donc, ça suscite des questions, donc ça c'est assez intéressant. Je vais essayer de pas oublier de produits. On va commencer par les cyanoacrylates. Les cyanoacrylates, en fait, je les dépose. Ils vont, avec l'humidité de l'air, pouvoir éventuellement commencer à polymériser un peu, et puis faire ce phénomène de blooming, donc de traces blanches, d'efflorescence dont on parlait tout à l'heure. Donc en général, on va essayer d'accoster rapidement. Mais bon, si on laisse 30 secondes, 1 minute à l'air libre, c'est un peu dommage, mais c'est possible. Donc voilà, avec les cyanoacrylates, on peut se dire 1 minute sans problème. Si on va plus loin, c'est juste une question d'esthétique. Ou de risque qu'il y ait quelqu'un qui prenne la pièce et qui se colle les doigts. La 3090, qui est une cyanoacrylate mais 10 composants, donc je vais la mélanger. Pour le coup, là, on est sur quelque chose de différent. Et là, je vais avoir un temps ouvert de 30 secondes, je pense. Au-delà, le produit va commencer à durcir et du coup, on pourra plus l'utiliser correctement. Bon, d'ailleurs, là, vous le verrez pas, mais si j'essaie de déposer le produit a durci dans la bouse depuis le début de la formation. Le temps de vie dans la bouse, d'ailleurs, est 2 minutes 30. Ouais. Donc, si je fais une dépose, par exemple, toutes les minutes, histoire de se mettre en sécurité, je pourrais le déposer de façon indéfinie. Par contre, si je fais une pause un moment de 2 minutes, le produit là a durci et je peux plus le déposer. Donc ça, c'est la partie hot life ou temps de vie de mélange. Les acryliques UV, ça va être un petit peu comme les cyanos. Elles vont pas réagir, elles vont réagir avec la lumière. Donc si j'ai une zone de collage qui est protégée de la lumière, ça va. La lumière comme ça, naturelle des néons, je peux le laisser quelques minutes à l'air libre sans problème. Il faudrait pas qu'il y ait des pollutions qui tombent dedans, qu'il y ait quelqu'un qui se pollue. Pareil, si j'insole une pièce, il faut que je fasse attention avec les rochers, que ça donne pas de. Et donc voilà, j'ai plusieurs minutes dessus sans problème. Les hybrides, ça va dépendre des hybrides. Là, on va avoir un temps ouvert de 2 minutes de mémoire. On est sur un produit assez rapide. Donc toujours pareil, les produits de 10 composants. Et c'est là que la notion de temps ouvert est souvent importante. Le produit va commencer à épaissir. Et s'il a trop épaissi, en fait, on n'aura plus un collage correct. Comme disait Marie tout à l'heure, on a des produits, on va avoir 2 minutes de temps ouvert. On en a même au courant, des trucs bien violents. Et puis on en a certains où on va voir potentiellement des heures. Toujours pareil, il faut faire attention à ce qui n'est pas de qualité qui retombe dessus. Les notions sont indiquées dans les fiches techniques, donc vous pouvez les retrouver pour chaque produit. Et je vais citer tout ce qu'il y avait sur la table. Les primaires et les activateurs ont aussi un temps ouvert, un temps d'activité. Voilà. Alors, on a parlé plusieurs fois du produit, le type SF770. Donc, je vois qu'il y a une question là, sur ce produit.
Alors, comment fonctionne le Loctite SF770? Attaque-t-il la surface? Alors, le Loctite SF770, en fait, il n'attaque pas la surface, donc il dénature pas les matériaux. Il va venir, en fait, se greffer à la surface qui, naturellement, comme je disais, a pas d'affinité chimique avec la colle. Et du coup, la colle, naturellement, mouillerait pas la surface, et puis même, ne pourrait pas faire de liaison chimique avec. Ben, le primaire, lui, en fait, la partie active du primaire, va venir se greffer à la surface et présenter une zone qui est favorable au collage pour la cyanoacrylate. C'est développé avec toutes nos cyanos. Il marche particulièrement bien avec des cyanos comme la 406. C'est pour ça que j'ai utilisé tout à l'heure. Mais il est valable avec quelques autres produits aussi. Voilà, pas d'attaque de la surface. Donc pas de risque d'endommager la surface. Ce que je veux dire. Mais voilà, juste un film en surface qui accroche de façon durable. Très bien. Quelle est la particularité du Loctite 402? Ouais, c'est ça. Tu prends ou je prends? Vas-y. Alors, le Loctite 402, en fait, c'est le dernier produit de notre gamme qu'on a lancé. On est sur un produit, alors ça reste un cyanoacrylate. On a des monomères en fait à l'intérieur différents, et on est avec un produit en fait qui va mieux vieillir en température que les produits existants déjà sur le marché. Habituellement, les cyanoacrylates, on va avoir un vieillissement, une utilisation jusqu'à 80, 100, 120 degrés pour certains grades. Et là, pour le 402, on vieillit bien en température jusqu'à 135 degrés. Souvent, ça va de pair, et c'est le cas là, avec une bonne résistance chimique. On a aussi une accroche particulièrement bonne sur certains métaux non traités, ce n'est pas forcément le cas de tous les cyanoacrylates. Je veux dire, la plupart des cyanoacrylates ont une bonne tenue sur les métaux, et il y en a quelques-uns, dont le 402, qui ont une particulièrement bonne. Il a été également développé pour être le mieux possible d'un point de vue hygiène et sécurité. On parlait de produits CMR tout à l'heure. Il y a un stabilisant qui s'appelle l'hydroquinone dans le cyanoacrylate, qui a été substitué dès la formulation en fait de ce produit-là. On l'a substitué par un mélange d'autres stabilisants qui est aussi efficace pour la durabilité du collage. Bah, je pense que c'est la dernière question. Et on est sur un produit avec une viscosité plutôt faible, ce qui est classique pour une cyanoacrylate. C'était la dernière question. Merci. Et maintenant, vous savez comment coller les plastiques en 5 étapes. J'espère que ces étapes ont été claires pour vous. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce webinaire. Merci pour toutes les questions. Merci à Guillaume et Marie pour toutes vos explications. On espère que ce webinaire vous a été utile. Maintenant, n'hésitez pas à contacter nos experts si vous avez besoin d'informations. Vous avez le petit bouton à gauche. N'hésitez pas à cliquer dessus. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, LinkedIn, et aussi vous inscrire à notre newsletter. Vous retrouverez également plus d'infos sur nos solutions sur notre site internet qui est www.enkel-adhesive.com, adhésive avec un S. Merci et bonne journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir.